Chapitre 8. Les mœurs des Buganes. Un Bugane est un démon qui se terre habituellement près d'une ruine, expliqua mon maître. Mais il peut rôder à quelque distance de son repère. Il est insensible au sel et à la limaille de fer, ce qui le rend difficile à combattre. Seule une lame faite d'un alliage d'argent peut en venir à bout. Il faut la lui enfoncer dans le cœur quand il est pleinement matérialisé. Nous, les épouvanteurs, possédons ce genre de lame. En manière de démonstration, il saisit son bâton et pressa sur le mécanisme. La fine lame de métal jaillit avec un claquement métallique. Comme mon apprenti le sait déjà, les Buganes prennent généralement l'apparence d'un taureau ou d'un homme velu. « Que faut-il craindre le plus quand il apparaît en taureau ?» demandai-je. Il mugit puissamment pour faire appel à toute la noire énergie dont il dispose, ce qui paralyse ses victimes de terreur. Puis il charge, écrasant tout sur son passage. L'épouvanteur se tut et resta plongé dans ses pensées. Je le relançai. Et l'homme velu ? Ici, il le surnomme le broyeur. Ce nom lui convient parfaitement, petit. Le Bugane prend cette forme pour creuser ses galeries. Ses dents et ses griffes tranchantes déchiquettent les troncs et les racines qui lui font obstacle. Je dois extirper ces détails de ma mémoire. Voilà pourquoi la perte de ma bibliothèque est si dramatique. Certaines informations n'existent plus que dans ma tête, et quand je mourrai, elles disparaîtront à jamais. « Alors, vous devez les mettre de nouveau par écrit, monsieur Grégory ?» intervint Alice. « Dès que possible ?» »« Tu as raison, jeune fille, » reconnut-il. « C'est ce que je ferai à la première occasion. » Avec un sourire, il fixa de nouveau les braises, tout en fouillant dans ses souvenirs. Le Bugane accomplit cependant ses actions les plus atroces quand il est invisible. Simon l'interrompit. « Oui, et c'est pire que la mort. Le Bugane aspire l'âme de ses victimes. » Il tremblait de tous ses membres, songeant certainement au destin qui attendait Adriana. L'épouvanteur secoua la tête. Telle est la croyance populaire, mais c'est inexact. Les âmes survivent et s'en vont. Le Bugane aspire l'anima, la force vitale. Ce n'est pas la même chose. Il se nourrit de l'énergie qui donne leur vigueur au corps et à l'esprit. Il l'absorbe et l'esprit meurt le premier. Voilà pourquoi la victime ressemble alors à un récipient vide. Certains magiciens, les chamans, pratiquent une magie semblable, qu'on appelle animisme. Un Bugane devient encore plus puissant s'il s'allie à un chaman. En échange de sacrifices humains, il peut détruire un ennemi du mage ou partager ses réserves d'anima avec lui. C'est ce que je crains le plus. On ne sait jamais, quand on affronte un Bugane, si un chaman n'est pas impliqué. Ne nous voilons pas la face. En prétendant éradiquer les créatures de l'obscur, des gens d'ici se sont liés avec certaines d'entre elles. Non seulement un Bugane, mais aussi un semi-homme. Dis-moi, Simon, quand tout ceci a-t-il commencé ? Il y a plus de 25 ans, plusieurs années avant ma naissance, une sorcière a débarqué sur la côte ouest en compagnie d'un semi-homme. Il s'avéra que c'était son fils. Ils ont jeté la femme en pâture au Bugane. Lui, ils l'ont emprisonné et utilisé comme chasseur de sorcières. Celle-ci était soumise à l'épreuve du tonneau. Mais à cette époque, si elle était reconnue coupable, elle était brûlée sur un bûcher. Jusqu'à présent, il ne condamnait que des étrangères, des immigrantes ayant cherché refuge sur nos terres. Adriana est la première Ilienne qu'ils aient accusée. La voix du jeune homme trembla, et il ravala un sanglot. L'épouvanteur attendit qu'il retrouve son calme avant de le relancer. « Je sais que c'est dur, Simon, mais chaque détail me donne une chance de l'emporter face à notre adversaire. Quand tu dis « il », de qui parles-tu ? Qui est derrière tout ça ? Le chef du Grand Conseil est Lord Barul, le gouverneur de Grébakik. C'est lui qui a décidé de garder le semi-homme en vie et de l'utiliser pour la chasse aux sorcières. Il prétend aussi qu'on ne peut pas se débarrasser du Bugane, et que lui jeter les sorcières en pâture au lieu de les brûler est un bon moyen de le neutraliser et d'assurer la sécurité de l'île. Il pourrait être le chaman, supposa l'épouvanteur. En ce cas, la situation ne saurait être pire. C'est un puissant, un homme d'influence. Mais si nous détruisons le Bugane, il en sera affaibli. Quelle sorte d'individu est-ce ? Cruel est le mot qui le définit le mieux. Sa volonté prime en toutes circonstances, et il a le goût du jeu. On entend raconter toutes sortes de récits sur les sinistres divertissements qui auraient lieu dans les sous-sols du donjon. Des paris sur des combats de chiens. Lord Barul aurait même fait venir un ours par bateau pour le confronter à une meute de loups. Cela m'atterra. Je déteste la cruauté envers les animaux, et j'imagine les griffes et ses petits dans de tels combats. Ça doit être terrible, repris-je enfin, de sentir un Bugane approcher sous sa forme invisible.
Ton seul espoir est alors de filer aussi vite et aussi loin que possible, déclara l'épouvanteur. Enfermé à la merci de l'un d'eux, tu n'as aucune chance. Ces chuchotements qui évoquent une voix humaine t'imposeront des images d'horreur. Le démon est si sadique qu'il t'oblige à revivre encore et encore les pires expériences de ta vie. Ces murmures résonnent directement dans ta tête. Certaines victimes, prises de démence, tentent de se crever les tympans avec des bâtons pointus. Les chuchotements ne cessent pas pour autant. En quelques jours, la créature a aspiré toute ta force vitale, qu'elle entrepose dans un labyrinthe souterrain. Un labyrinthe semblable à celui qu'on trouve sous la cathédrale de Princeton? Non, celui-là a été creusé par le petit peuple, puis fermé par la grille d'argent, et le fléau y était prisonnier. Lors de mon premier affrontement avec le fléau dans ma jeunesse, j'ai attaché à la grille l'extrémité d'une ficelle, et j'ai exploré les lieux en déroulant la pelote. Pour revenir, je n'avais plus qu'à suivre le fil. Avec un bugan, impossible d'employer cette technique. Ce démon façonne son propre labyrinthe, qui serpente entre les racines. Mais il déplace parfois les arbres, ce qui entraîne des effets dévastateurs. Le parcours des galeries peut varier d'une nuit à l'autre. Il arrive qu'elle s'éboule, étouffant quiconque s'est aventuré à l'intérieur. On raconte qu'un épouvanteur avait tué un bugagne à l'extrême sud du comté. 3 mois après la mort du démon, ces tunnels s'étaient effondrés, causant un énorme glissement de terrain. Descendre sous terre est la dernière chose à envisager, car il ne faut jamais affronter cette créature sur son territoire. Il ne se montre pas à la lumière du jour. Mais errer près de la chapelle après le crépuscule suffirait sans doute à l'attirer au dehors. Donc voilà ce que je propose. Je dormis bien cette nuit-là. Mon maître me réveilla quelques heures avant l'aube pour que je prenne mon tour de garde. Je pensais que la vigilance des chiens aurait suffi. Mais l'épouvanteur ne voulait courir aucun risque. Selon lui, les chamans savent plier les bêtes à leur volonté, si bien entraînées soient-elles. Le soleil apparut enfin à travers les arbres, et les premiers oiseaux se mirent à chanter. Les bois reprirent lentement leur vie diurne. Aucune menace ne planait dans l'air. Il était difficile de croire que, à 1 mile de là, on entrait dans le domaine du bugan. Acheter des provisions dans une taverne aurait été imprudent. Le petit déjeuner se composa donc de champignons cueillis par Alice. Mon maître et moi n'y goûtâmes qu'à peine. Nous entamions notre jeûne pour nous préparer à combattre l'obscur. Enfin, nous nous dirigeâmes vers la chapelle. Le capitaine Benz devait rester en arrière avec les chiens. Ici, la discrétion est la clé du succès, lui avait expliqué l'épouvanteur. Je ne veux pas que ces bêtes s'approchent des ruines, de peur qu'un chaman soit impliqué. En revanche, je ne pense pas que le bugagne représente un quelconque danger tant qu'il fera jour. Nous allons donc repérer les lieux, de façon à être prêts à la tombée de la nuit. Le temps que nous arrivions, de gros nuages chargés de pluie étaient montés de l'ouest, et la lumière grisâtre donnait à la chapelle un aspect sinistre. Bâtie sur une hauteur, elle était bordée par un bois couvrant les flancs de la colline. La toiture s'était écroulée. La porte pendait sur ses gonds. La mousse et le lichen dévoreraient la pierre des murs. On dit que les bugagnes hantent des chapelles en ruine pour empêcher leur reconstruction, déclara l'épouvanteur. Ce n'est bien sûr qu'une supposition. Généralement, les créatures de l'obscur évitent les édifices religieux, car ils ne supportent pas le murmure des prières. Certains gobelins s'attaquent même aux fondations des églises en construction. Ici, ce que j'aimerais mesurer, c'est l'étendue de son territoire. Jusqu'où le bugagne s'aventure-t-il ? On voit le donjon, m'écriai-je en désignant la tour grise qui dépassait la cime des arbres. Derrière se dressait, menaçante, la sombre masse du mont Gréba. Alice observa le paysage sans un mot. « Oui, dit Simon d'un ton lugubre. Les cachots où on enferme les victimes destinées au bugagne sont du côté sud des douves. Si le territoire du démon s'étend aussi loin dans toutes les directions, il est immense, commenta l'épouvanteur. Marchons un peu par là pour nous rendre compte. Nous nous engageâmes sur la pente, nous enfonçant dans les bois. Un clapotis d'eau courante grandissait à chacun de nos pas. Nos bottes s'arrachaient au sol spongieux avec des bruits de succion. Cette rivière est probablement la Gréba, qui court dans la vallée, dit mon maître en s'arrêtant. Mieux vaut ne pas s'aventurer par ici de nuit. Si le bugagne s'amuse à changer de forme, il s'adaptera à cet environnement marécageux. Il prendrait l'aspect d'un ver, demandai-je. C'est possible, mais espérons que non. Les vers sont redoutables, parfois aussi gros que les chevaux. Ils aiment les marécages et les lieux humides. Un endroit comme celui-ci serait parfaitement approprié. L'épouvanteur s'adressa à Simon. Une lame ne transperce que très difficilement leur corps recouvert d'écailles. Leur mâchoire puissante est pourvue de dents pointues. De plus, ils crachent un venin mortel qui s'infiltre dans la peau et entraîne une agonie particulièrement pénible. Je fouillai du regard les arbres et les taillis. La végétation était si dense
qu'on n'apercevait même pas la rivière. Alice et moi échangeâmes un coup d'œil. Cet endroit dégageait une aura magnifique. Nous regagnâmes le bosquet où Baines nous attendait avec les chiens. Peu après la tombée de la nuit, nous nous apprêtâmes à retourner à la chapelle. Il avait bien plu en fin de journée. À présent, la lune apparaissait par intermittence entre les nuages qui filaient, poussés par un fort vent d'ouest. « En route, petit !» me lança l'épouvanteur en me tendant son sac. Le capitaine et Simon Selby devaient rester sur place avec les chiens. Mon maître s'attendait à ce qu'Alice fît de même, car il eut l'air surpris quand elle nous emboîta le pas. Il fronça les sourcils. « Ne me bouge pas d'ici, jeune fille. C'est un travail d'épouvanteur. »« Je vous ai souvent été utile par le passé, » rétorqua-t-elle. Il nous dévisagea l'un après l'autre d'un œil soupçonneux. Il ignorait sûrement tout de la fiole de sang. Néanmoins, il se doutait de quelque chose. « Seriez-vous des Siamois ?» ironisa-t-il. Je répondis d'un haussement d'épaule. Sans insister, il reprit le chemin de la chapelle. Nous étions encore à quelque distance des ruines quand il fit halte. « Maintenant, petit, garde ton sang-froid, » marmonna-t-il. Nous continuâmes lentement, prudemment. Chaque pas nous rapprochait de la chapelle. Lorsque nous fûmes assez près pour toucher de la main les murs humides, il chuchota. « Il n'est pas loin. Je le sens dans mes os. » Je le sentais aussi. Un frisson glacé me courait le long de l'échine, signe qu'une créature de l'obscur errait à proximité. L'épouvanteur nous entraîna, rasant les murs, en direction des arbres. 1 minute plus tard, nous étions dans le bois. La brise nous caressait le visage. Des ombres couraient sur le sol chaque fois que la lune sortait des nuages. 20 pas plus loin, mon maître stoppa brusquement. 2 hommes se tenaient entre les arbres, à 50 mètres de nous. L'un d'eux, grand et mince, enveloppé d'un long manteau noir, avait tout d'un épouvantail. Le second était trapu, carré, musculeux, avec une grosse tête sans cou. Un rayon de lune les éclaira, nous révélant une pure horreur. Si le grand avait un visage cruel, l'autre me remplit d'épouvante, et mes genoux se mirent à trembler. Ce n'était pas un homme. Il m'avait paru trapu parce qu'il était à 4 pattes. Il se releva soudain, déployant sa taille de géant. Une sorte de fourrure couvrait sa face et son torse. C'était le Bugagne, sous sa forme d'humain velu, le broyeur. Son compagnon ne pouvait être que le chaman. Ces pensées m'avaient à peine traversé l'esprit que le Bugagne retombait sur ses pattes. Un nuage passa devant la lune. Dans l'obscurité, je vis flamboyer 2 yeux rouges. La créature rugit alors, et ce cri épouvantable fit trembler le sol et frémir les arbres. Je perçus un clic. L'épouvanteur venait de libérer la lame de son bâton. Il s'avança d'un pas ferme au-devant de nos ennemis. Mais quand la lune réapparut, le Bugagne était seul. Le chaman s'était éclipsé. Le démon se présentait maintenant sous la forme d'un monstrueux taureau noir, aux cornes énormes. Il grattait furieusement le sol. Ses larges naseaux lâchaient des nuages de vapeur. Il s'apprêtait à charger. Dans un martèlement de sabots, il galopa vers l'épouvanteur, qui avait pris une posture de défense, le bâton en diagonale devant lui. Face à la créature, il paraissait incroyablement minuscule et fragile. Je restais pétrifié, incapable de remuer un doigt. Mon maître allait périr, écrasé sous les terribles pattes.